Mamour Diouf, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire à Columbia University, c'est aux États-Unis. Alors, professeur, le monde est presque sous cloche avec la crise sanitaire. Je veux parler du Covid-19. Le Sénégal a franchi la barre des 200 cas avec 2 morts. Dites-nous, professeur, est-ce que dans l'histoire, toutes les crises ont engendré du nouveau ou un changement? En fait, les crises d'une telle ampleur ont toujours engendré des changements plus ou moins radicaux, des discours nouveaux. En fait, c'est les contextes dans lesquels, par exemple, il y a des nouveaux prophétismes religieux ou politiques qui apparaissent. On a souvent, en fait, des appels à une renaissance spirituelle. On y assiste au renouvellement religieux, mais aussi aux révolutions politiques. Si vous voulez, c'est toutes ces dynamiques et tous ces appels qu'il va falloir mettre en ordre, les mettre en ordre pour trouver la réponse qui sied à un défi qui est un défi inédit. Et c'est cet aspect inédit qui crée, si vous voulez, des réponses qui sont souvent inédites, réponses qui ne sont pas nécessairement positives. Il y a aussi l'irruption charlatanismes dans des moments qui sont des moments, les moments en particulier le moment que nous vivons aujourd'hui. Et dans ces conditions, ce qui est le plus important, c'est un leadership qui est capable de penser, si vous voulez, les intérêts collectifs, de pouvoir mobiliser l'ensemble des énergies pour pouvoir avoir la réponse qui est la réponse appropriée. Donc, il faut faire, si vous voulez, confiance aux scientifiques. Il faut faire confiance aux praticiens et à partir de cela, mobiliser les populations. Justement, à un moment où le débat fait rage sur un éventuel vaccin, vous avez suivi le débat, les auteurs ou prétendus auteurs se sont ensuite excusés. Dites-nous, qu'est-ce que cela vous inspire, ce débat sur un éventuel vaccin en Afrique? Ce débat est un débat important. Encore aujourd'hui, ce n'est pas un débat africain. Ici, la discussion, depuis le début, c'était la discussion de trouver un vaccin. Et il y a presque 3 semaines, le président Trump a même annoncé qu'on était très près de trouver un vaccin et que ce vaccin va probablement apparaître et être distribué dans la semaine à venir. Et c'est pour cela qu'il avait très confiance que le Covid-19 n'allait pas avoir des effets aux États-Unis. Donc, et aujourd'hui, il y a un investissement très important sur le vaccin. Le gros problème, si vous voulez, dans les pays développés, c'est la question de l'investissement sur ce vaccin, mais aussi le caractère commercial ou non de ce vaccin. Parce que les grandes entreprises pharmaceutiques sont en train effectivement de faire un travail acharné parce que, entre guillemets, c'est un marché qui est un marché extraordinaire pour se faire des ressources. Deuxième chose, comme pour les tests, il y a eu une compétition entre les Chinois, les Français, les Américains, mais aussi une compétition qui va trouver ce vaccin et qui va le faire. Donc ça, c'est une question qui est une question d'importance. D'autant plus qu'il est admis scientifiquement que la seule manière de régler cette question du Covid-19, qui va devenir une réalité pour nous probablement à chaque automne, c'est que effectivement ça peut revenir. Donc, et la seule réponse, c'est le vaccin. Donc, on est d'accord. Le débat reste entier sur où tester ce vaccin, par exemple. On a parlé des tests en Afrique et vous avez suivi ce que ça a provoqué, lire quand même des Africains. Quelle analyse vous en faites-vous? Mais c'est pour ça que je ramène la discussion et je lui donne son ampleur, sa dimension globale. Il y a cet aspect qui est un aspect occidental. Mais la discussion, et vous avez raison, en Afrique semble tourner autour de les Européens veulent, disons, et les Américains veulent en fait tester ce vaccin
en Afrique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que le président Poutine a fait allusion à ça aussi dans son discours il y a quelques semaines pour dire que les Occidentaux et les Américains essaient de diminuer la population et vont commencer en Afrique et parlent aussi de cela. Il y a la rumeur que Obama aurait dit aux Africains de ne pas accepter que les vaccins soient testés en Afrique. Ici, moi, j'ai entendu une femme qui a accepté, je ne sais plus dans quel état, qui a accepté de faire partie des cobayes pour essayer le vaccin. Et il y a des cobayes ici, et probablement en Chine, et probablement en Europe, qui acceptent des cobayes. Le gros problème qui se pose, c'est pourquoi l'Afrique devient le laboratoire pour faire ça. Et ce n'est pas la première fois qu'on parle de cela. La discussion, elle n'est pas une discussion contre les Européens, les Américains ou les Chinois. La discussion, c'est pourquoi les élites africaines acceptent que le vaccin soit testé en Afrique. Parce que personne ne peut aujourd'hui me convaincre qu'on peut tester un vaccin dans un pays sans l'accord des autorités de ce pays. Il faut une autorisation pour tester un vaccin. Donc la question pour nous, Africains, c'est de faire en sorte que nos dirigeants n'acceptent pas ça et qu'ils fassent le travail de police, qu'ils fassent le travail institutionnel pour que cela ne se passe pas en Afrique. Oui. Ou que si cela se passe en Afrique, cela se passe dans les conditions qui sont acceptées par les Africains. Le gros problème, moi je pense, la question qu'on doit se poser, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des États africains qui acceptent ces tests? Si vous vous rappelez, il y a eu la question des déchets nucléaires, on s'est effectivement rendu compte qu'il y a des États africains qui avaient passé des traités, oui. Et il y a des élites qui se faisaient payer pour ça. Oui. Donc la question aujourd'hui pour les Africains, c'est de faire en sorte qu'ils sachent effectivement ce que leurs leaders font et les surveiller en conséquence. Mais justement, qui a intérêt à ce débat? Pourquoi veut-il détourner justement le débat et l'orienter en Afrique alors que le véritable débat, c'est de casser la chaîne de propagation du virus aujourd'hui? Non, le véritable débat, c'est aujourd'hui, effectivement, les Africains ne se trouvent pas en position dans la chaîne de production du savoir et de vérification des savoirs à une place qui leur permettent d'être des acteurs, qui leur permettent d'être des acteurs les plus importants. Mais si j'ai bien compris, en suivant les informations relatives au travail effectué à l'Institut Pasteur, disons, on voit très nettement que cet institut, dirigé par un Sénégalais, participe au travail qui est en train d'être fait en termes de tests, en collaborant avec des institutions européennes. Donc, c'est vrai. La deuxième chose, et c'est vrai, c'est en termes de communication, et vous les communicants, je pense que vous avez une responsabilité extraordinaire. Moi, depuis quelques semaines, ce que je vois, c'est les gens qui passent leur temps à parler de l'Afrique et des effets de la crise en Afrique. Mais si vous regardez la situation et vous comparez la situation africaine à la situation chinoise, à la situation italienne, à la situation française, à la situation américaine, ces situations sont plus désastreuses que les situations africaines. Pourquoi continue-t-on à ne parler que de l'Afrique et de la crise en Afrique alors qu'elle n'est pas encore là? Première chose. Deuxième chose qui est importante, les Africains ont quand même une longue culture de gestion des épidémies. La dernière grande épidémie étant l'épidémie d'Ebola. Dans des conditions qui sont des conditions beaucoup plus dures, avec des déficits de ressources humaines, d'infrastructures, d'équipements, de produits sanitaires, même d'eau potable. Et les Africains on n'a pas disparu, on est encore là, on est encore très nombreux.
Donc, ça veut dire que il y a une expérience que nous avons, qui est une expérience de gestion des crises. Il y a un jeune médecin américain qui est ici, à Columbia, qui s'occupe de la médecine globale et des crises, qui a été, en fait, durant la crise de Ebola en Afrique de l'Ouest, l'un des premiers Américains a été touché par la crise et qu'on a trouvé quand il est revenu. Et l'autre jour, il y a 3 jours, il est passé à la télé. Il expliquait quelque chose d'assez fantastique. Il est directeur d'un laboratoire, du laboratoire de Global Medicine à Columbia. Et c'est un très jeune médecin. Il disait, vous savez, aujourd'hui, des gens comme moi et les médecins américains qui sont intervenus en Afrique durant les épidémies, nous, on sait faire des choses qu'aucun médecin américain ne sait faire. Parce qu'on a travaillé dans des conditions de manque, dans des conditions où tout est en déficit. Donc, on sait répondre à ces situations-là. Ce que le médecin américain formé ici ne sait pas, parce qu'il est formé dans des conditions qui sont des conditions optimales. Mais aujourd'hui, ces conditions n'existent pas. Donc, l'Afrique a constamment contribué, et c'est ça que vous, journalistes, vous devez dire. Il faut que vous donniez les informations sur l'Afrique, pas laisser les journalistes d'autres pays donner des informations qui ne sont pas nécessairement des informations justes. Je ne veux pas dire que les autres journalistes n'ont pas le droit. Quelquefois, ils donnent des meilleures informations que les Africains. Mais dans ce cas-là, il y a une espèce d'exagération qu'il faut quand même que les journalistes, les communicants africains, il faut aussi qu'ils disent quelle est, en fait, si vous voulez, l'extraordinaire expérience des Africains. Si vous vous rappelez, au moment de la crise de Ebola, il y a eu, en fait, ce malade qui est entré au Sénégal. La réponse, et ça c'est vrai qu'on avait un ministre de la Santé qui était un spécialiste de maladies infectieuses, on a eu la meilleure réponse et il y a eu que ce soit le cas. Donc on sait faire. Pour rappeler à nos auditeurs, Mamadou Diouf, professeur d'histoire à Columbia. Alors professeur, parlons de la célébration des 60 ans d'indépendance. Le Covid-19 comme principal invité surprise nous impose une célébration sobre et symbolique. Alors dites-nous, professeur, quelle première lecture? Moi, je pense que il y a 2 choses qu'il faut reconnaître au président de la République du Sénégal, qui, je pense, après quelques hésitations, a été capable, et ça, il faut le féliciter pour ça, de prendre les dispositions qui s'imposaient. Et dans un pays où, quand même, il y a une très forte, si vous voulez, prégnance religieuse, il a été capable de dire, dans la situation actuelle, voilà les dispositions qu'il faut prendre. Et je pense qu'il a fait preuve de certain courage en les prenant. Et je pense qu'aussi, dans les conditions actuelles, il ne s'agit pas de célébrer les 60 ans d'indépendance du Sénégal, mais il s'agit de veiller à ce que les Sénégalais conservent une bonne santé, veiller à ce que disons, le Covid-19 ne se répande pas et se donner effectivement les moyens, dans la période post-Covid, de tirer les leçons, parce qu'on a énormément de leçons à tirer et on a énormément de défis à relever, le défi des infrastructures sanitaires, le défi des ressources sanitaires, le défi de la recherche en santé. Oui. Par exemple, si vous écoutez le discours du président, il a beaucoup plus insisté sur les questions économiques que sur les questions humaines, si vous voulez. Et il a parlé des questions de santé, mais il n'a pas insisté. Alors qu'aujourd'hui, je pense que ce que la crise révèle, c'est l'extraordinaire déficit d'infrastructures sanitaires, oui. Oui, mais aussi, il n'a presque pas parlé d'éducation, ce qui est mon domaine. Ça aussi, c'est frustrant, parce que l'énorme question, c'est qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui avec la fermeture des écoles et
qu'on va faire après la fin de la crise. Oui, on va y revenir au cas par cas. Mais d'abord, s'adapter ou périr, s'adapter, se battre ou périr. Vous avez suivi le thème qui a été proposé cette année et qui s'intitule Le rôle des forces de défense et de sécurité dans la gestion des pandémies et autres catastrophes. Dans l'histoire et avec le recul, dites-nous quelle a été l'importance de l'implication de nos forces de défense et de sécurité dans la gestion des pandémies. En guise de référence, on avait la peste la plus célèbre des pandémies, donc à Saint-Louis, en guise d'exemple, sans oublier la variole, le choléra et plus récemment Ebola. Oui, mais là, par exemple, pour répondre à votre question, il faut remonter à la période coloniale. En fait, la santé et l'hygiène ont toujours été des questions de sécurité et des questions approchées militairement. Donc, presque la majorité des médecins qui opéraient dans les colonies, c'était des médecins, si vous voulez, c'était des médecins militaires. Donc, les services d'hygiène et de santé étaient militarisés. Et cette militarisation faisait effectivement que l'approche était une approche qui combinait la question de la gestion, si vous voulez, des épidémies, mais qui était aussi une question de surveillance, une question d'éducation et aussi une question qui est fortement liée, si vous voulez, au contrôle, fortement liée au contrôle social. Et pour vous donner des exemples que probablement certains Sénégalais connaissent, le professeur Colomb qui a créé en fait l'école psychiatrique de Dakar était un médecin militaire. Le premier doyen de la faculté de médecine de Dakar, le professeur Marc Sankalé, a été un médecin militaire, je pense, au Sénégal oriental durant la période coloniale. Donc, il y a cette symbiose. Troisième élément qui est important, c'est que quand les Sénégalais se sont trouvés face à la pénurie de médecins, disons, dans les campagnes, hors, si vous voulez, du Cap-Vert et hors, disons, des villes, la réponse a été la création de l'école de santé militaire de Dakar. Et aujourd'hui, cette école produit non seulement des médecins, mais produit aussi la plupart des enseignants de médecine à l'université de Dakar, mais la plupart aussi des médecins qui dirigent les grands laboratoires de recherche, comme par exemple le laboratoire de l'hôpital principal. Donc, on voit très nettement que cet aspect militaire est un aspect très, très important depuis une longue période. Mais l'élément le plus important, c'est que votre question renvoie à une question qui est en train de faire rage aujourd'hui même aux États-Unis. Vous savez, quand il y a eu la fameuse crise de Katrina et les inondations à New Orleans durant, disons, le mandat du président Bush, il y a eu énormément de problèmes et de discussions relativement au rôle et à l'incompétence de celui qui était le responsable du service de gestion des grandes catastrophes, qui s'appelle FEMA. Et il a été, si vous voulez, il a été viré parce qu'il n'y arrivait pas. Bush a recruté pour, en fait, coordonner les actions. Il a appelé la Task Force Katrina, la Joint Task Force, un général, qui s'appelle le général Russell Honoré. Et ce qui est intéressant, c'est cette militarisation. Et aujourd'hui, ce général est en train de dire que Trump doit faire appel à l'armée américaine dans cette pandémie de COVID-19. Parce que cette armée a les moyens. Je veux dire, si vous prenez ce qu'ils appellent le corps des ingénieurs de l'armée américaine, ce sont des gens qui sont capables de te construire un hôpital en 3 jours. Et si vous regardez la réponse chinoise dans le Hunan, a été une réponse qui a marché parce que les Chinois, à cause de leur système, sont capables de créer des hôpitaux
en 3 jours. Donc lui, c'est ce qu'il dit. La deuxième chose qu'il dit, c'est que l'armée est organisée. L'armée a des ressources. Il y a une hiérarchie, une planification. Seulement une armée qui s'occupe de sécurité militaire, la sécurité couvre aussi la santé. La sécurité couvre aussi l'économie. Et c'est pour ça que l'armée est déjà prête à intervenir. Donc aujourd'hui, il y a 2 choses, par exemple, sur lesquelles les démocrates sont en train de se battre aujourd'hui, c'est de dire à Trump d'utiliser son pouvoir exécutif pour mobiliser l'armée. Mais c'est en particulier de proposer ce que, en fait, il y a une loi qui s'appelle une loi de défense productive, si vous voulez, qui dit que le président américain est aujourd'hui capable de dire, par exemple, à General Motors ou à Ford d'arrêter de produire des voitures pour produire des ventilateurs. Mais dans le cas d'espèces, nos pays font souvent appel aux partenaires extérieurs. Mais ici, chaque pays a ses propres problèmes. Alors, sommes-nous rattrapés par notre passé? Je veux parler de ce passé de mauvaise gouvernance, de dictature, entre autres. Non, c'est vrai que la mauvaise gouvernance et la dictature ont des conséquences qui sont des conséquences négatives, surtout sur l'ensemble de la gouvernance, sur les politiques économiques, sur les politiques culturelles, sur les politiques sociales, sur les politiques environnementales, etc., etc. Mais je ne pense pas qu'il s'agisse dans certaines situations, et on le voit. Aujourd'hui, quand on parle des partenaires, encore une fois, on exagère les situations. Aujourd'hui, New York a un déficit de personnel sanitaire. La France a un déficit de personnel sanitaire. L'Italie a un déficit de personnel sanitaire. Ces pays ne peuvent pas nous aider et ne nous aident pas. Il faut quand même que les gens se rendent compte de la réalité. Et ces pays ne nous aident pas, c'est pas vrai. Parce qu'ils ont des problèmes eux-mêmes. Ce n'est pas l'Ebola ou le HIV/AIDS. Aujourd'hui, ils sont dans une situation pire que nous. Mais alors, donc, ils ne nous aident pas. Donc, on ne peut pas faire des références à ça. Ça, c'est déjà réglé. Ce que cela veut dire, cela veut dire qu'on est en train d'utiliser nos propres moyens et qu'on parle avec les autres comme tout le monde parle avec tout le monde. Aujourd'hui, dans l'État de New York, la Chine a fait don de milliers de ventilateurs. La Chine fait don de masques, etc., etc. Donc, ce n'est pas seulement nous qui nous faisons aider. On est dans une situation où tout le monde a besoin des aides des autres, les Coréens, etc., etc. Donc, dans le cas particulier qui nous occupe, la situation est différente. La seule chose, c'est qu'on est laissé à nous-mêmes aujourd'hui et j'espère qu'on va en profiter pour trouver des situations. Alors, encore, je dis encore, je donne encore un exemple. L'Institut Pasteur de Dakar a quand même créé un test. Et je ne pense pas que les équipes de recherche soient des équipes de recherche qui sont européennes. Ce sont des équipes de recherche sénégalaises dirigées par un directeur sénégalais. Je suis désolé. Donc, il faut quand même vous voyez, qu'on se fasse aussi, qu'on dise ce qu'on est en train de faire. On ne doit pas seulement parler de nos déficiences qui sont extraordinaires, mais on est en train aussi, quelque part, de faire des progrès et on doit encourager les gens qui sont les auteurs de ces progrès. Les auteurs de ces progrès, justement, pour parler des mesures qui ont été prises par le chef de l'État. Donc, on a parlé d'abord, dans un premier temps, d'état d'urgence. Ensuite, le couvre-feu. Le couvre-feu est même une loi d'habilitation. Alors, de ce point de vue, vous l'avez dit en parlant donc de couvre-feu, d'état d'urgence en période de crise sanitaire. À quoi cela vous renvoie? Oui, mais vous savez, encore une fois, ce débat n'est pas seulement un débat africain. Ici, il y a toutes les glosses, si vous voulez,
qui sont les clauses autour, quelle est la différence entre le confinement et la quarantaine? Quelle est la différence entre la recommandation et l'obligation? Et hier, seulement hier, Trump a dit qu'il y a la recommandation de porter un masque quand on est dehors. Et ça, c'est une recommandation générale. Et Trump a osé dire, lui, il ne va pas la respecter. Et ça amène des tas de débats et des tas de bagarres et d'insultes là, maintenant. Deuxième chose qui est importante, donc c'est toutes les distinctions qui sont entre elles. Mais la deuxième chose qui est importante et sur laquelle il faut faire attention, par exemple, sur la question du confinement, jusqu'à il y a 2 jours, le gouverneur du Mississippi a dit qu'il ne va pas imposer de confinement, que les gens exagèrent et que ça, le Mississippi, ce n'est pas la Chine. Parce que lui, il fait effectivement la confusion entre confinement, état d'urgence et quarantaine. Donc, ce n'est pas seulement en Afrique que ces choses se passent. Et il a fallu presque 1 mois pour expliquer à ce gouverneur que s'il ne le fait pas, les contaminations vont devenir de plus importantes. Troisième chose importante dans cette discussion, c'est vrai que ces termes recouvrent et signalent une mémoire qui est une mémoire de la période coloniale et des périodes autoritaires. C'est-à-dire que le recours au confinement, le recours à la quarantaine, ce ne sont pas seulement, en fait, des mesures qui sont des mesures sanitaires. Dans la plupart des cas, c'était des mesures répressives. Et les historiens savent très bien que les questions sanitaires ont toujours été les prétextes pour, comme je disais, des opérations de répression, des opérations de comptage des gens, des opérations de contrôle des naissances, des opérations de déguerpissement. Le cas le plus important, c'est le déguerpissement des gens, des Africains qui habitaient sur le plateau et la création de la Médina après la peste de 1914. Donc, il y a les échos de ces mesures qui sont des échos qui ne sont pas des échos favorables. Mais la question qui se pose encore, c'est de savoir que dans le cas de la pandémie du Covid-19, est-ce qu'on n'a pas un autre choix? Tous les médecins disent, du moins ici, en l'absence du vaccin, la seule solution, les 2 solutions, c'est le confinement, la distanciation sociale. J'ai déjà renvoyé à 2 choses qui ont été présentes aussi bien dans la période coloniale que dans la période post-coloniale, c'est que le couvre-feu a toujours été en fait des méthodes de gestion autoritaire des revendications des populations. Et aussi le couvre-feu a aussi été un instrument particulier, en particulier le couvre-feu sanitaire pour les administrations coloniales de faire, disons, de s'occuper de questions qui sont liées à la fois des questions sanitaires, mais aussi des questions qui sont des questions de surveillance et de contrôle du territoire, en particulier les questions de déguerpissement. Et ça, c'est valable pour presque toutes les sociétés coloniales africaines. Alors, professeur Mamoudou Diouf, des mesures économiques pour soutenir le social, factures d'électricité et d'eau bimestrielle payées par l'État pour la tranche sociale, des secteurs comme l'hôtellerie, des secteurs directement impactés, soutenus par l'État du Sénégal. Alors, comment appréciez-vous ces mesures? Ces mesures sont des mesures qui sont presque les mesures universelles prises dans la situation que nous vivons, parce que la crise sanitaire est en train d'induire la crise politique la plus grave à laquelle on a assisté. Et on voit très bien ici, c'est des, je ne sais pas comment on traduit, des millions et des millions de dollars. Et le Congrès a pris déjà 2 mesures. Ils vont prendre, semble-t-il, une 3e mesure avec plus encore d'argent. Et
la question, c'est une réponse à la situation économique. Et Trump est obsédé par la crise économique, parce que cette crise économique va avoir des conséquences particulièrement négatives sur sa réélection. Et il y a aujourd'hui, d'après les derniers chiffres qui sont sortis, presque 10 millions de demandeurs d'emploi. Ce qui veut dire qu'il y en a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de gens qui ne sont pas employés. Donc, les États essaient de trouver des solutions. Et c'est là où l'État est important. Et malheureusement, si vous voulez, la crise des États avec le libéralisme fait que les États ont eu de moins en moins de possibilités. Mais la question de soutenir l'économie, de maintenir les salaires, je ne sais pas au Sénégal, ici même de payer des gens, disons, qui sont à un niveau, à une tranche de salaire assez basse, sont des décisions qui sont des décisions prises. Donc, c'est de bonnes décisions. La grande question, c'est qu'il faut ajouter à ces décisions économiques, si vous voulez, des décisions humanitaires. La nécessité de recréer le lien social, de payer pour ce lien social, de faire en sorte que dans la période post-Covid, la nécessité de créer des espaces qui sont des espaces d'interaction, des espaces d'échange. Je pense aussi que, disons, l'énorme problème auquel on devra faire face, et ça je l'ai déjà, c'est la nécessité de repenser les infrastructures sanitaires, la nécessité de repenser les infrastructures sociales, la nécessité de former de nouvelles ressources humaines, disons, dans les domaines de la santé, en particulier le domaine de la santé publique, où on est totalement déficitaire. Et je pense aussi qu'il est absolument important, avec les institutions, les infrastructures, de faire en sorte que, parce que ça c'est une opportunité pour une partie de l'élite à contribuer, de l'élite économique, de l'élite politique, probablement une partie de l'élite intellectuelle pas loin du pouvoir, de pouvoir, disons, profiter des opportunités et de créer des situations de corruption où, en fait, ce qui est en train d'être fait n'arrive pas aux cibles qui sont, en fait, qui sont identifiées. Ici, par exemple, il y a eu tout un débat et la Chambre des représentants a été obligée de mettre dans la deuxième loi, cette loi, disons, qui cherche à régler les problèmes économiques, disons, un alinéa spécifique pour éviter effectivement qu'il y ait des détournements, pour éviter que les chefs d'entreprise ne prennent l'argent mais l'utilisent à d'autres fins et ne maintiennent pas l'emploi, mais possible pour éviter effectivement que l'argent soit détourné des objectifs et que cet argent arrive aux gens qui en ont besoin, notamment les gens les plus humbles. Les gens vulnérables. Alors, nous sommes en guerre, a dit le chef de l'État, ne baissons pas la garde, restons debout. Tout ceci après avoir consulté les forces politiques, mais également sociales. Alors, sommes-nous en train de bien négocier cette première phase de combat, selon vous? J'aime pas le vocabulaire de guerre. Je pense pas que c'est une guerre, mais c'est, si vous voulez, on est en train de faire face à un défi qui est un défi inédit, quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est à la fois développer une réflexion qui permette de comprendre ce qui s'est passé et que cette réflexion soit la base à partir de laquelle les solutions sont pensées, mises en œuvre, évaluées. Non, les consultations sont indispensables parce qu'on est en train de faire face à un défi qui est un défi collectif. Et comme le président le dit,
c'est même pas un défi seulement collectif, c'est un défi qui traverse nos frontières dans le continent africain et c'est un défi qui traverse les océans si on prend le continent africain dans la géographie globale du monde. Donc, l'idée de pouvoir, il est absolument nécessaire qu'il y ait effectivement un consensus et qu'il y ait, si vous voulez, un investissement qui est un investissement collectif pour faire face à une crise qui est une crise qui non seulement touche l'ensemble de la collectivité nationale, mais touche l'ensemble de la collectivité régionale, continentale et mondiale. Donc, mais par contre, elle ne doit pas être, si vous voulez, approchée en termes de solutions politiques comme faisant partie des discussions qui étaient en train d'avoir lieu, qui étaient des discussions politiques. Il faut, et j'espère que c'est fait, de toute façon c'est fait, ces discussions sont suspendues. Les discussions qu'il faut continuer, c'est les discussions comment faire face au Covid. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous savez, l'impact de cette crise est ressenti par tout le monde. Donc, si vous voulez, les réponses à cette crise ne sont pas seulement des réponses des appareils politiques, c'est les sociétés vont elles aussi répondre. La vie après le Covid sera une vie différente. Par exemple, je donne un exemple, mais à partir de là où j'habite, mais je pense que c'est en train d'arriver partout. Et ça va arriver en Afrique aussi. Vous savez, la première leçon que les sociétés occidentales sont en train de tirer du Covid, c'est que la dérégulation qui a commencé en particulier avec Margaret Thatcher, poursuivie par Reagan, et qui s'est presque généralisée, qui a entraîné, si vous voulez, le triomphe du libéralisme économique et politique, c'est le fait qu'il fallait se passer de l'État. L'État n'était pas nécessaire. L'État centralisé devait être démantelé. Et les forces du marché devaient prendre le pouvoir. Le privé pouvait régler l'ensemble des problèmes. Et ce démantèlement a en particulier touché les infrastructures et les ressources humaines de la santé publique. L'accès aux médicaments, l'accès aux soins, etc., etc. Et le Covid a montré que si on s'est trouvé dans cette extraordinaire situation, ça a été le fait qu'on n'avait pas les ressources, financières et humaines, on n'avait pas les infrastructures et il fallait réinventer tout. Alors que si on compare avec la Chine, système centralisé, l'approche à la santé publique pouvait être une approche vigoureuse, qu'on peut la taxer d'autoritaire ou non, mais elle était possible. Ici, on ne l'a pas eu. Et aujourd'hui, la grande bataille, ça a été ça. Mais la réponse, qui a été la réponse extraordinaire, c'est que les pouvoirs locaux, les maires et les gouverneurs, ont pris la place de l'État et ont commencé à trouver les solutions aux problèmes. Et parce qu'ils sont des élus qui ont une relation presque quotidienne avec les citoyens sont capables, sont en position d'exiger que ces pouvoirs locaux soient comptables. Et aujourd'hui, dans une ville comme New York, le gouverneur et le maire sont les principaux acteurs. Là, la différence entre ces deux systèmes, une déconcentration prolongée jusqu'au pouvoir périphérique, mais ici c'est la concentration à outrance, tout est concentré autour du président de la République. Nos systèmes sont obsolètes, mais y compris le système américain, Trump se trouve en situation où personne ne l'écoute. Le problème qui se pose, c'est que dans nos sociétés, les gens ont commencé à déconstruire ces pouvoirs répressifs, ces pouvoirs concentrés. C'est ça que je suis en train de dire. Et ça n'a pas commencé avec le Covid. Ça, vous le savez autant que moi. Les jeunes s'organisent et règlent des problèmes et ne se soucient pas de l'État. La grande question, c'est est-ce qu'on va
être capable de transformer ce qui est en train de se passer et de passer à une déconcentration plus importante. Parce que justement, les gens qui sont les plus responsables en face des populations, c'est là. C'est la recréation d'une nouvelle citoyenneté. Et je pense qu'on est en bonne voie. Ça ne va pas se passer aussi rapidement, mais on est en bonne voie. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus que l'État est déconcentré, c'est que l'État a déconcentré tout ce qui est de l'ordre de la dépense. Mais de l'ordre de la recette, ils ont tout gardé. Oui, mais alors, est-ce que là, le président de la République, au travers des mesures qui ont été prises, n'a pas été aussi à l'écoute des populations et justement rendre effectives ses préoccupations aujourd'hui avec ces mesures qui ont été prises? Mais on est d'accord. Moi, je pense que les populations ont été à l'origine du fait que le président a été forcé. Les gens ont commencé à dire on ne peut pas laisser les choses comme ça. Encore une fois, c'est la manière dont nous allons gérer notre situation et nous allons trouver des solutions à nos problèmes. Mais alors, et je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, c'est une opportunité. Mais ce n'est pas seulement une opportunité en Afrique. Vous savez, juste avant la crise, avant la crise du Covid-19, l'ancien maire de Chicago, qui a été le directeur du cabinet de Obama lors de son premier mandat, qui a travaillé aussi pour Clinton, qui s'appelle Ron Emanuel, qui est très très connu, a écrit un livre et qui vient juste de sortir, qui s'appelle, dont les gens ne parlent pas pour le moment, mais je pense qu'on va en parler après le Covid. Parce que ce livre, donc, qui est sorti avant le Covid, un mois avant, qui s'appelle The City Nation, la ville-nation. Et le sous-titre, c'est comment les maires vont diriger le monde. Et il donne ces exemples de ces villes où, en fait, aujourd'hui, on dit, par exemple, la ville où il y a le moins de problèmes en termes d'environnement et même aujourd'hui, dans le contexte de la pandémie du Covid, en termes économiques, en termes d'organisation sociale, c'est la ville de Copenhague au Danemark. À cause de la manière dont, effectivement, comme dit Ron Emanuel, la ville est organisée. Et la ville est organisée autour de 2 universités et autour, en fait, de la recherche scientifique. Sur toutes les questions de transport, etc., pour trouver les solutions qui sont les solutions les plus appropriées. Et c'est pour ça que Ron Emanuel dit, par exemple, il dit, Bernie Sanders est un ancien maire. L'ancien maire de New York, Bloomberg, était en fait aussi un candidat à la présidence. Il dit que ce sont ces gens-là qui sont en train de réinventer la politique et la démocratie à cause de leur interaction quotidienne avec les citoyens. Aujourd'hui, en Afrique, c'est à ça qu'on doit arriver, parce que c'est à ce niveau-là qu'il y a des problèmes, c'est-à-dire une déconcentration, une décentralisation qui va au-delà de la décentralisation. C'est pourquoi moi je parle de pouvoirs locaux. Oui, justement prolonger à un niveau régional ou justement de ce point de vue, est-ce ce panafricanisme ou ce pan-régionalisme est susceptible, selon vous, d'aider à une nouvelle orientation de nos politiques et comportements? À la condition qu'on dépasse, si tu veux, la rhétorique qui est la vieille rhétorique de l'unité africaine. Le président a dit quelque chose d'important, mais je pense que toute ça, si vous voulez, toute sa référence est une référence qui renvoie à la vieille littérature. Ce qu'il faut réinventer, c'est le panafricanisme. Mais il faut le réinventer pratiquement. Exemple, oui. L'exemple le plus simple, c'est la pandémie. Si on avait investi aujourd'hui dans la création d'institutions de formation et de recherche,
qui sont des institutions régionales. Et pour moi, l'exemple qui s'y est le plus, c'est l'exemple d'un institut de santé publique à l'Université de Saint-Louis, qui est un institut qui, si vous voulez, disons, couvre l'ensemble du Sahel et essaie de régler les problèmes sahéliens. Tu peux créer le même institut sur les régions de la savane ou sur les régions côtières et de la savane à Abidjan ou ailleurs, etc., etc. Et tu peux le faire pour couvrir toute l'Afrique. C'est ça ce que ce panafricanisme pratique doit être. C'est-à-dire un panafricanisme qui tienne compte des conditions réelles, des vrais défis auxquels on fait face et qui fasse des choses pratiques, qui ne se contente pas de raisons discursives. Parce que ça, c'est fini. On sait tous qu'on ne s'en sortira pas si on ne crée pas des espaces régionaux, si on ne crée pas un espace continental. Mais il faut passer à la pratique. Ça fait plus de 60 ans qu'on dit ça. Et même avant les indépendances, je vous dis, quand on crée Présence africaine 47, c'est cette discussion. Les gens de la négritude, c'est cette discussion. Le panafricanisme à la Houphouët-Boigny, c'est cette discussion. Le panafricanisme à la Nkrumah, c'est la production de ce que, si vous voulez, les bases idéologiques. Maintenant, il faut créer les infrastructures. C'est ça, aujourd'hui, la question, créer les infrastructures et passer à la pratique, ce qu'on a fait. Alors, on continue de parler. Oui, c'est le principal bilan qu'il faut tirer des 60 ans post-indépendance. Quelle perspective maintenant? La perspective, c'est non seulement une déconcentration, une décentralisation à l'intérieur des États, mais pour accompagner cette décentralisation, une recréation d'espaces qui sont des espaces culturels, économiques, sociaux et politiques qui sont plus pertinents, mais une recréation qui doit être fondée sur la création d'infrastructures aujourd'hui. Mais alors, professeur, qui sont des projets pertinents. Professeur Mamadou Diop, vous avez tiré les enseignements sur le plan général, mais concernant le Sénégal aujourd'hui, et autour de la problématique du Covid-19, quel véritable enseignement en tirer? Quelles sont les limites qui sont observées à ce stade du combat contre le Covid-19? Je pense que les enseignements qu'il faut en tirer, c'est que les Sénégalais, malgré plein de problèmes, ont été capables effectivement de prendre la décision qui s'imposait, que le gouvernement sénégalais a pris la décision qui s'imposait et a été capable de l'imposer aux gens les plus réticents. Ça, c'est vrai. La deuxième chose, c'est qu'il faut aller au-delà de la réponse, qui est la réponse, si vous voulez, qui est indispensable aujourd'hui et maintenant. Aujourd'hui, il faut pouvoir prévenir, il faut pouvoir prévoir. Prévenir et prévoir, c'est de produire les connaissances indispensables à la connaissance de la santé publique aujourd'hui dans l'ensemble de cette région sahélienne. Deuxième chose importante, c'est de produire, de mettre en place les infrastructures qui sont les infrastructures indispensables au maintien d'une population en bonne santé. Troisième chose, c'est de former, le personnel médical et le personnel de santé publique. Si vous vous rappelez, il y a une vingtaine d'années, on avait même essayé d'arrêter de produire des médecins. Aujourd'hui, par exemple, probablement toutes les universités où il n'y a pas de médecins, aujourd'hui, il faudrait créer une faculté de médecine, il faudrait créer une faculté de santé publique et travailler avec les autres États de notre région, la CEDEAO, pour cela. Et là où ça existe, envoyer des étudiants africains, des étudiants sénégalais en formation, et là où ça existe, recruter des médecins pour le Sénégal et recruter des médecins sénégalais pour les autres pays. C'est ça le panafricanisme. Vraiment, il y a des lueurs d'espoir. Ah oui, moi je suis extrêmement positif et je pense que
cette espèce de dénigrement systématique de l'Afrique, on ne doit pas prêter attention à ça. Parce que, vous voyez, il y a des Européens et des Américains qui croient, même s'ils savent que nous avons fait les mêmes études qu'eux, nous avons fait les mêmes compétitions qu'eux, et nous avons réussi comme eux, et parfois mieux qu'eux, ils pensent qu'on a toujours besoin d'eux pour nous conseiller. C'est ça qui est dramatique. Et ça, on doit arrêter. C'est-à-dire, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent, mais on doit arrêter de penser qu'on doit leur répondre. Il faut arrêter de répondre à ces choses-là. Et comme je dis, le cas du Covid est le cas encore le plus manifeste. Ils sont dans des situations pires que les États africains, mais ils passent le temps à écrire des articles sur la catastrophe africaine qui n'est pas encore advenue. C'est quand même extraordinaire. Extraordinaire pour justement conclure avec Feu Léopold Sédar Senghor. Désormais penser par nous-mêmes, agir pour nous-mêmes, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, professeur Mamadou Diouf. Merci. Les sujets d'actualité, les commenter et les analyser. Merci, professeur. Merci, Bayouma. Mesdames, Messieurs, c'en est tout. Excellente suite sur la 98.5. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Merci, au revoir et gardez l'écoute.